Je m'appelle Rebecca Lane, j'ai 43 ans et je sers dans la marine américaine. Mais ce jour-là, assise à la table du fond dans une salle de bal d'hôtel, décorée d'orchidées hors de prix et de housses de chaises en ivoire, je ne cherchais qu'à passer inaperçue. C'était le mariage de ma cousine Lily. Elle était rayonnante, étincelante de dentelle et d'amour, et j'étais sincèrement heureuse pour elle. J'avais enfilé une robe bleu marine qui se fondait dans les lambris du mur, le genre de tenue qu'on porte quand on ne veut pas attirer l'attention, mais qu'on doit quand même donner l'impression d'avoir fait un effort. Je venais de prendre une gorgée de champagne tiède, quand j'entendis le léger tintement d'un verre à la table d'honneur. Mon père se leva, flûte de champagne à la main, et s'éclaircit la gorge avec l'emphase de quelqu'un qui adore un public captif. La salle se tut, je me figeai. Mon père adorait porter des toasts. Il se prenait pour un conteur, du genre à penser que la prise de parole en public était un don que tout le monde devait endurer. Je savais que ça ne finirait pas bien. Pourtant, je priais pour que, peut-être, juste peut-être, il reste léger. Il commença chaleureusement, en félicitant Lily et son nouveau mari Ethan, qui était officier dans le corps des Marines. Les gens applaudirent, sourirent et hochèrent la tête. Puis il changea de cap, et mon estomac se noua. Il leva son verre vers moi, non pas avec affection, mais avec le même ton qu'il employait pour parler des publicités politiques, qui lui déplaisaient. Tout le monde se tourna vers moi. Il dit quelque chose comme « Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas ma fille. Rebecca est aussi dans la marine. » J'entendis quelques ricanements. Pas des rires, des ricanements. Du genre qui pique plus que le silence. Je souris crispement. Comme on le fait quand on voudrait que sa peau se transforme en verre pour pouvoir se briser et s'échapper par le plancher. Mon père continua en décrivant le parcours militaire d'Ethan avec une admiration éclatante. Puis, comme pour offrir un contraste, il parla de moi comme si j'étais assise derrière un bureau quelque part. À pousser du papier, ses mots n'étaient ni en colère ni cruels. Ils étaient pires, ils étaient dédaigneux, Lazars. Comme s'ils n'avaient même pas la force de se montrer malveillants. Les gens autour de moi rirent poliment, incertains s'il était permis de rire. Quelques-uns échangèrent des regards. Ma tante se pencha et murmura « Tu n'as pas quitté l'académie en avance ?» ou un truc comme ça. Je ne répondis pas, je ne sentais même plus mes mains. Mon père conclut son discours par une phrase qui résonne encore dans ma tête. Quelque chose sur l'espoir que les jeunes mariés mènent une vie de vrai service. L'emphase n'était pas subtile. Il ne me regarda pas en le disant, il n'en avait pas besoin. Tandis que les gens entrechoquaient leurs verres et se tournaient vers leurs plats. Je restais assise là, avalant 1000 mots que j'avais gardés pour moi pendant des années. J'avais passé ma vie d'adulte au service de ce pays, 22 ans. Discrètement, avec compétence, sans parade, sans besoin d'applaudissements. Je n'avais jamais attendu d'être célébrée, mais je n'avais jamais imaginé non plus être effacée si nonchalamment. Je pensais aux nuits passées immergées dans des couloirs d'acier profondément sous l'océan, aux exercices, au stress, au poids du commandement et à la responsabilité des vies des autres. Je pensais aux rubans rangés dans un tiroir chez moi. Mon père n'en savait rien. Et pire encore, il n'avait jamais pris la peine de demander « À cet instant ?» assise à cette table pendant que les gens sirotaient poliment leur boisson et évitaient mon regard. Quelque chose en moi se fissura, pas se brisa, juste se fissura. Comme une soupape de sécurité qui siffle doucement, je ne pleurais pas, je ne sortis pas en trombe. Je fixais simplement mon père et me demandais comment un homme pouvait élever une fille et en savoir si peu sur celle qu'elle était devenue. C'est comme ça que ça commença, avec un toast, et moi en robe bleu marine. Essayant de ne pas être vue, la famille, c'est censé vous connaître, vous voir, vous aimer sans besoin d'explication, mais assise à cette table, je me sentais plus étrangère que liée par le sang à la moitié de la salle. Ils me souriaient par politesse, certains évitaient de mes yeux. Un ou deux se penchèrent pour murmurer, leur regard glissant vers moi comme si je ne pouvais pas voir. J'avais déjà entendu tout ça, et je n'avais pas besoin de l'entendre à nouveau pour savoir ce qu'ils disaient. C'était comme si j'avais une étiquette permanente que personne ne prenait la peine d'enlever. Celle qui ne s'est jamais mariée, celle qui n'apporte jamais de cavalier aux événements familiaux, celle qui a rejoint l'armée et déçoit quand même tout le monde. Ils pensaient me connaître, mais ils ne connaissaient que la version que mon père racontait au barbecue et aux fêtes. La version où j'étais sans but, sans danger, à classer des papiers sur une base quelque part, parce que je n'avais pas su gérer la vraie chose. Je regardais autour de la salle.
les lumières scintillantes tendues au plafond, le tintement des couverts contre la porcelaine, le rire qui semblait sauter par-dessus ma table. J'avais grandi avec ces gens, je les avais serrés dans mes bras après des enterrements, dansé à leur côté à des mariages, passé les pommes de terre en purée le long de longues tables de Thanksgiving, et pourtant, en cet instant, il me semblait si lointain. Je me rappelais à 21 ans, debout sur la scène de ma cérémonie de commissionnement en uniforme. J'avais scruté la foule, cherchant le visage de mon père. Il avait applaudi, mais il n'avait pas souri. Ensuite, il m'avait dit de ne pas me montrer arrogante, que diplômée ne signifiait pas que j'y arriverais. Il était fier, avait-il dit, mais il y avait toujours un mais. Quand j'avais été faite lieutenant, il m'avait dit que la plupart des officiers l'étaient. Quand j'avais obtenu mon insigne de guerre sous-marine, il avait demandé si c'était un de ces trucs qu'on donnait pour simplement être présent. Quand j'avais été sélectionnée pour un commandement, il n'en avait même pas parlé, se contentant de demander si je travaillais toujours sur cette base au nord. Alors, j'ai arrêté de parler de mon travail. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que ça n'avait pas d'importance. Pour eux, j'étais Rebecca la sous-performeuse, la discrète, celle dont ils n'avaient pas à s'inquiéter. J'avais fait ce que tant de femmes font, me rapetisser pour entrer dans la version de moi qui convenait aux autres. Je gardais mes histoires pour moi, mes déploiements, mon leadership, les marins qui venaient me voir avec leurs peurs, leur vie, leurs espoirs, les nuits passées sous l'eau dans un silence absolu, à surveiller des navires étrangers en eaux hostiles, la responsabilité, le stress, la fierté. Rien de tout cela n'avait sa place dans les salons, où personne ne posait de questions sans sous-entendu de doute. Et pourtant, je continuais à venir, au mariage, anniversaire et jubilé, je souriais, apportais des cadeaux et faisais la conversation sur des sujets sans danger. La météo, la nourriture, les écoles des enfants. J'écoutais les discussions sur le mari de Lily et sa carrière. Comme si je n'avais pas passé plus de 2 décennies à faire le même métier, seulement plus profond, plus long, et avec des enjeux plus élevés. Ce n'était pas de la jalousie, c'était de l'effacement. Je ne voulais pas de médaille, je voulais une reconnaissance. Pas de la part de la marine, ça, je l'avais, mais de la part des gens qui m'avaient vu grandir, de ceux qui auraient dû savoir mieux, qui auraient dû se soucier assez pour demander, pour s'interroger, pour voir, et pourtant, me voilà, dans une salle pleine de familles, me sentant comme un fantôme. Personne ne remarqua à quel point j'étais immobile. Personne ne demanda pourquoi je n'avais pas touché à ma boisson. Ils avaient décidé depuis longtemps que je n'avais pas grand-chose à dire, et j'avais arrêté d'essayer de prouver le contraire. Ce n'était pas seulement le toast, c'était tout ce qui l'avait précédé, les années d'hypothèse, le dédain, le silence qui s'était épaissi au point de ressembler à une armure. Je ne savais pas s'ils voulaient me blesser. Je pense que la plupart ne s'en rendaient même pas compte. Mais moi, je le remarquais, à chaque fois, et cette nuit-là, quelque chose en moi commença à changer. Pas de la rage, pas de la vengeance, juste la réalisation tranquille que je n'avais plus besoin d'être invisible. Pas plus. Je m'apprêtais à m'excuser et à m'éclipser quand quelqu'un me tapota légèrement l'épaule. Je me tournai et vis Jim, le marié, debout là, avec une expression prudente. Son smoking était impeccable, ses yeux concentrés, comme s'il essayait de confirmer quelque chose qu'il n'arrivait pas tout à fait à croire. Il baissa la voix et demanda si nous pouvions parler en privé. J'acquiesçai et le suivis dans un coin plus calme près du bar, le cœur battant déjà plus vite qu'il n'aurait dû. Je pensais qu'il voulait s'excuser pour les remarques de mon père, peut-être offrir une sympathie maladroite, mais au lieu de cela, il se redressa et dit « Commandant !» Puis il s'arrêta, sa voix trembla une seconde, tandis qu'il se corrigeait « Pardon, je ne sais pas quel titre vous utilisez hors uniforme. » Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Je le fixais, incertaine de comment répondre. Il étudia mon visage comme s'il assemblait un puzzle. « Vous êtes le commandant Lane, n'est-ce pas? Du USS Nevada. » Ce nom me frappa comme une éclaboussure d'eau froide. Ce n'était pas une supposition. Il savait exactement qui j'étais. Je lui demandai comment il pouvait bien savoir ça. Il cligna des yeux, surpris que je pose même la question. « Madame, nous avons participé à des opérations conjointes pendant presque 1 an. Je suis l'officier d'ingénierie à bord du Michigan. J'ai été en briefing avec vous. Je vous ai entendu parler, lu vos rapports. Je ne vous ai pas reconnu hors uniforme. » Mon esprit s'emballa, essayant de le situer. En cet instant, il n'était pas seulement le type qui épousait ma cousine,
C'était un officier subalterne qui m'avait vu dans le seul endroit où je me sentais vraiment vue, la salle de commandement. À bord d'un sous-marin nucléaire, un espace où chaque décision comptait et où chaque voix était entendue, surtout la mienne, il passa une main dans ses cheveux, soudain nerveux. Je pensais que vous ne m'aviez pas reconnu non plus. Je m'appelle James Hunter, mais sur le Michigan, on m'appelle J. D. C'est comme ça que je vous connais. J'ai vu comment vous menez. J'ai vu la façon dont les gens vous écoutent quand vous parlez. Je ne savais pas quoi dire. Personne à ce mariage, pas même mon père, n'avait jamais reconnu mon grade ou mon commandement. Et voilà ce homme, cet inconnu en nœud papillon, qui m'adressait le genre de respect que je n'obtenais qu'en mer. Il regarda vers la foule, la mâchoire serrée. Je n'arrive pas à croire que personne ici ne le sache. Je veux dire, vous êtes CO d'un sub rapide d'attaque. C'est pas juste rare, c'est légendaire. Je baissai la voix et lui demandai de garder ça entre nous. Il hésita. J'acquiesçai. S'il te plaît. Le silence entre nous s'étira. Il murmura enfin. Ils n'ont aucune idée de qui est assise à cette table. Je regardai mes mains. Non, dis-je doucement. Ils ne savent pas. Et pour une raison quelconque, ça fit plus mal que je ne l'aurais cru. Il me regarda comme s'il attendait une réponse. Comme s'il devait y avoir une explication rationnelle à ce silence. Je croisai son regard et haussai les épaules. Ce n'est pas que je gardais ça secret. J'ai juste arrêté d'offrir la vérité quand personne ne voulait l'entendre. La première fois que j'ai été faite lieutenant, j'ai ramené une photo de la cérémonie à la maison. Mon père y a jeté un œil et a dit « Eh bien, tout le monde finit lieutenant s'il reste assez longtemps ?» Ce fut le début de la fin. Chaque étape après, ça semblait plus petite. Parce que je savais à quel point ça comptait peu pour eux. Quand j'ai gagné mon insigne de guerre sous-marine, j'ai essayé d'expliquer ce que ça signifiait, à quel point c'était rare, à quel point j'avais dû me battre pour passer ce pipeline. Mon père a demandé si c'était un de ces nouveaux prix qu'on distribuait pour que tout le monde se sente spécial, comme un trophée de participation. J'en ai ri, mais ça a piqué à un endroit que je n'avais pas encore de nom. Jim resta là, les mains dans les poches, secouant la tête comme s'il n'arrivait pas à absorber ça. Ils ne savent même pas ce que tu fais, dit-il. Plus pour lui que pour moi, j'acquiesçai. C'est ça le truc. Ils n'ont jamais vraiment demandé. Pas le genre de questions qui viennent d'un intérêt sincère. Juste une curiosité polie, suivie d'un jugement quand les réponses ne collaient pas à la version qu'ils s'étaient déjà faite. Il y a eu cette fois, il y a peut-être 10 ans, quand je suis rentrée pour Noël, juste après un long déploiement, j'ai essayé de leur raconter une histoire, rien de classifié, juste quelque chose de drôle qui s'était passé sur le bateau. Au milieu de ma phrase, ma tante m'a interrompue pour demander si j'avais déjà pensé à me poser et à fonder une famille. J'ai fini l'histoire dans ma tête pendant qu'il passait les pommes de terre en purée. La bouche de Jim se crispa. C'est incroyable. Tu as mené plus de marins que la plupart des gens n'en rencontreront dans une vie. Tu as commandé d'une façon qui demande un courage que la plupart ne comprendront jamais. Et il te traite comme une employée de bureau. Je laissai échapper un petit rire. C'est généreux. La plupart des jours, je pense qu'il me voit comme celle qui n'a jamais compris la vie. Il avait l'air en colère maintenant. Le genre de colère qui surgit seulement quand on réalise avoir été témoin de quelque chose de profondément injuste. Je pense que c'est plus facile pour eux de croire que je suis ordinaire, dis-je doucement, parce que ça leur évite de se confronter à quel point ils se trompaient sur moi, sur les femmes, sur ce à quoi ressemble vraiment la force. Il ne parla pas pendant un moment, puis il dit doucement « Tu ne devrais pas avoir à cacher ton succès pour mettre les autres à l'aise. » Je souris, mais ça n'atteignit pas mes yeux. Je ne cache pas, j'ai juste arrêté d'expliquer. Il y a une différence. Il hocha lentement la tête, et je pouvais voir que, pour la première fois, quelqu'un dans cette salle comprenait vraiment ce que ça m'avait coûté d'être invisible. Je vis Jim bouger avant de réaliser ce qu'il faisait. Il traversa la salle avec détermination, fendant les groupes d'invités comme un homme en mission. Quand il atteignit mon père à la table d'honneur, il se pencha et dit quelque chose que je n'entendis pas. Mon père rit d'abord, tapota le siège à côté de lui, comme si Jim venait de raconter une bonne blague. Mais Jim ne s'assit pas, sa posture ne vacilla pas, quoi qu'il ait dit ensuite. Ça effaça le sourire du visage de mon père. Je regardais de l'autre côté de la salle, tandis que la conversation devenait tendue. Les gens à proximité se tournèrent sur leurs chaises, sentant que quelque chose changeait. Mon père se leva brusquement, raclant sa chaise contre le sol, avec un bruit assez fort pour faire taire la moitié de la salle. Jim le suivit tandis qu'il marchait vers moi,
le visage pâle et illisible. Un silence tomba sur la réception. Comme une couverture lâchée d'en haut, les gens s'arrêtèrent au milieu de leur conversation. Les fourchettes restèrent en suspens dans l'air. Quand ils m'atteignirent, la voix de mon père se brisa en parlant. « Jim vient de me dire quelque chose. Il dit que tu es l'officier commandant d'un sous-marin. » Je ne clignai pas des yeux. C'est exact. Les mots pesaient plus lourds qu'ils n'auraient dû, comme si je lâchais enfin un poids que je ne savais pas encore porter. Mon père me fixa, essayant d'assembler ce qu'il venait d'entendre avec la version de moi qu'il pensait connaître. « C'est impossible. Tu ne nous l'as jamais dit. Tu as un boulot de bureau ?» Sa voix s'éteignit, s'effondrant sous la minceur de ses suppositions. Jim s'éclaircit la gorge. « Monsieur, avec tout le respect, elle commande le USS Nevada. C'est un sous-marin d'attaque rapide de classe Virginia nucléaire. Environ 140 marins dépendent d'elle. Elle a servi plus de 2 décennies. Elle détient une étoile de bronze, une médaille de commendation de la marine. Et a mené des opérations classifiées. Je ne suis même pas habilitée à en discuter. » La salle était maintenant d'un silence de mort. Les invités se penchaient en avant, yeux écarquillés, bouche légèrement ouverte. Je vis mon oncle remuer mal à l'aise. Ma tante clignait des yeux rapidement, comme si elle avait raté un détail clé dans un long roman. Ma cousine Lily serrait son bouquet, figée au milieu d'un rire. Mon père me regarda comme s'il ne reconnaissait pas la personne devant lui. « Mais tu as abandonné l'académie ?» dit-il, à moitié en question. « Je n'ai jamais dit ça. Tu as supposé, pendant 20 ans, tu as simplement supposé que j'avais échoué. » La voix de Jim intervint à nouveau, calme, mais ferme. « Monsieur, j'ai servi sous beaucoup d'officiers. Je n'ai jamais vu personne commander avec le respect qu'elle inspire. Votre fille n'est pas juste dans la marine. Elle est l'une des meilleures. » Et avec ça, la vérité flotta dans l'air, indéniable, inévitable, et soudain, si bruyante. Je regardais autour de moi les visages qui nous entouraient maintenant, familiers mais soudain étrangers, comme si je les voyais sous une lumière différente. Je pris une inspiration et sentis quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond, fatigué, mais stable. « Tu n'as jamais demandé, c'est ce que je lui dis. Pas une seule fois, en 22 ans. N'as-tu demandé ce que je faisais vraiment? Tu as construit une version de moi dans ta tête? Et chaque fois que j'ai essayé de te montrer autre chose, tu t'es accroché plus fort à l'histoire qui te plaisait davantage. » Je n'étais plus en colère contre lui, plus maintenant. Ce sentiment s'était usé il y a des années, érodé par de petits commentaires, des dédains discrets, le besoin constant de me minimiser juste pour garder la paix. Je n'étais pas là pour argumenter, j'étais là pour être vue, enfin, pour celle que j'étais vraiment. Tu as dit à tout le monde que je ne supportais pas la pression, tu as dit que j'avais abandonné, que je n'avais jamais été à la hauteur, mais j'ai tenu bon, j'ai pris des décisions qui affectaient des vies, des missions et la sécurité nationale. Et je l'ai fait sans avoir besoin de ta validation, même quand je la désirais plus que tout. Mon père ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, ses yeux étaient humides. Il avait l'air d'un homme réalisant à quel point il s'était trompé. Il dit qu'il était désolé, qu'il ne savait pas, qu'il ne voulait jamais me blesser. J'acquiesçai. Je le crois, mais il y a une différence entre bien vouloir et faire mieux. Tu as supposé, et une fois que tu as supposé, tu n'as jamais fait de place à la vérité. Derrière lui, je pouvais voir mes cousins, mes tantes, des gens qui avaient ri à ce toast pas plus de 15 minutes plus tôt. Maintenant, ils restaient immobiles, essayant de digérer qui j'étais vraiment, essayant de comprendre comment ils avaient pu passer à côté si longtemps. Je leur dis que j'avais arrêté de parler de mon travail parce que chaque fois que je le faisais, j'avais l'impression de quémander à être crue, à être respectée, à avoir la permission d'exister. Je n'aurais pas dû avoir à quémander. Je leur dis que le succès ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Parfois, il ressemble à la discrète à la table, celle à qui on n'a jamais pensé à poser de questions. Parfois, c'est une femme en robe bleu marine qui a mené une équipe de marins sous l'océan pendant la moitié de sa vie. Mon père s'approcha et dit qu'il était fier. Je le regardai dans les yeux et dis que j'avais besoin de fierté. J'avais besoin de présence et j'espérais que peut-être, à partir de maintenant, il pourrait me l'offrir. La réception s'était terminée depuis longtemps. Les tables étaient vides. L'orchestre avait rangé son matériel et la plupart des invités étaient soit rentrés chez eux, soit montés à leur chambre d'hôtel. Je sortis pour prendre l'air. La nuit était tiède, mais pas lourde. Elle portait le genre de calme qui suit une tempête. J'entendis des pas derrière moi
et je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir que c'était mon père. Il s'arrêta à quelques pas et resta silencieux. Pour une fois, il ne parla pas en premier. Je laissai le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il s'adoucisse. Quand il parla enfin, sa voix était basse. Il dit qu'il ne savait pas, qu'il ne voulait jamais me faire sentir invisible, qu'il était désolé. J'acquiesçai, pas parce que ça réparait quoi que ce soit, mais parce que c'était plus que je n'avais jamais pensé entendre. Il demanda pourquoi je ne l'avais jamais corrigé, pourquoi je ne m'étais jamais levée à ses dîners, ses fêtes. Pour dire la vérité, j'y pensais longuement avant de répondre. Je lui dis que j'avais appris tôt que se prouver ne signifie pas toujours gagner l'argument. Parfois, ça veut juste dire faire le boulot et laisser le dossier parler pour soi. Il eut l'air confus d'abord, comme si cette réponse ne le satisfaisait pas. Mais ensuite, je vis quelque chose changer dans son expression. De la compréhension, peut-être, ou du regret, probablement les deux. Je lui dis la vérité, que pendant longtemps, je voulais qu'il soit fier de moi, que ma famille voie ce que j'étais devenue. Mais chaque fois que j'avais tendu la main, je m'étais sentie plus petite après. Alors, finalement, j'ai arrêté de tendre. Il dit qu'il pensait me protéger de la déception, de l'échec. Il dit qu'il croyait certaines choses sur ce que les femmes pouvaient ou ne pouvaient pas gérer, et qu'il ne voulait pas me voir blessée. Je le laissai finir, puis dit doucement, « Ce n'était pas de la protection, c'était une projection. » Il demanda si je pouvais lui pardonner. Je dis que je l'avais déjà fait, il y a des années, quand j'avais réalisé que ses doutes n'étaient non pas sur moi du tout, ils étaient sur ses propres limites. Il hocha la tête et regarda ses mains, comme si elles portaient un poids qu'il ne savait pas comment porter. Puis, il demanda s'il pouvait venir à ma cérémonie de passation de commandement. J'allais être promu le mois prochain. Prendre le commandement d'un nouveau bateau, le USS Virginia. Il dit qu'il voulait y être, qu'il ne voulait plus rien rater. Je lui dis que j'aimerais ça, mais je lui demandais de venir parce qu'il voulait apprendre. Pas parce qu'il se sentait coupable. Viens parce que tu veux me connaître maintenant. Pas pour compenser les années où tu ne l'as pas fait. Il accepta, et cette fois, je le crus, tandis que nous restions là dans le calme. Je sentis quelque chose se lever, pas tout d'un coup, mais juste assez pour respirer plus facilement. Je n'étais pas vengée, je n'étais pas triomphante, mais j'étais vue, ça comptait plus que je ne l'aurais cru. J'avais besoin d'un public, je n'avais besoin d'une ovation debout. Ce dont j'avais besoin était ce dont j'avais toujours eu besoin, être autorisée à exister telle que j'étais, sans explication ni excuse. Plus tard cette nuit-là, quand je rentrais chez moi en voiture, je pensais à tout ce qui s'était passé, le regard sur le visage de Jim quand il avait réalisé qui j'étais, le silence qui avait suivi ses mots, la façon dont la voix de mon père s'était brisée quand il avait demandé si c'était vrai. Mais ce qui resta le plus avec moi n'était rien de tout ça. C'était le moment où j'avais regardé à travers cette salle de réception et réalisé quelque chose de simple, mais puissant. Leur incapacité à me voir n'avait jamais diminué qui j'étais. Ça n'avait révélé que les limites de leur imagination. Je n'avais jamais arrêté d'être l'officier, la leader, la femme qui avait discrètement fait le travail, encaissé les coups et continué d'avancer. Je n'avais jamais eu besoin de leur permission, mais quand même, ça faisait du bien d'être enfin vue. Parfois, la victoire ne ressemble pas à des applaudissements. Parfois, c'est juste une conversation tranquille à la fin d'une longue journée, un homme qui dit qu'il est désolé, une fille qui dit « Je sais » et qui le pense vraiment. Cette nuit-là, je ne m'endormis pas en colère, je m'endormis entière.